Hey, bon début de journée. Alors, me voici avec une nouvelle ouverture de vlog en peignoir avec une tête ébouriffée. Alors, voilà, on va commencer un tout nouveau vlog livresque du jour. Et ce sera rapide parce que, j'ai pas tant de trucs à vous annoncer à part le fait que j'ai pas encore trouvé ma lecture audio que je vais écouter dans les déplacements. Mais c'est possible que je me lance dans le fameux Agatha Christie qui est proposé par dans le défi Read Christie 2023, donc le Agatha Christie du mois qui présente un motif, pas un motif, un moyen pour le crime qui est malheureusement l'étranglement. Alors c'est Sleeping Murder. En français, c'est, je me souviens plus c'est quoi. Je vais vous mettre la vignette. Je me souviens plus en français c'est quoi le titre. Et je vais peut-être écouter ça. Ça se pourrait là, que je fasse ça. C'est tranquillou, dernière semaine avant le temps des fêtes, un petit Agatha Christie tranquille pour les déplacements. Ça pourrait peut-être le faire, on verra. Ou toute autre impulsion qui va arriver et surgir au moment où je vais partir, on verra bien. Donc, potentiellement ça comme lecture en cours audio. Sinon, hier, si vous avez vu, je suis allée chercher malgré, en fait, contre tout bon sens, je suis allée chercher dans la grosse tempête de pluie un livre que j'avais en réservation qui était Le secret des bonbons pamplemousse, que j'avais vraiment envie de lire, qui est un roman graphique. Je pensais peut-être l'apporter avec moi au bureau, mais c'est dans la semaine avant Noël, il y a des collègues que je ne verrai pas pour le temps des fêtes, donc ça se peut que, bon, finalement, ce midi, je vais peut-être plus manger avec ces collègues-là, puis pas nécessairement me concentrer sur la lecture. On verra bien. Mais sinon, j'aimerais bien ça le lire peut-être ce soir pour pouvoir vous en parler. Donc, on verra. Il y aura peut-être ceci. Sinon, il n'y aura pas de, de chapitre de la romance de l'Avent parce que j'ai pris de l'avance hier. Donc, voilà. Ça sera un livre de moins à transporter. On verra. Alors, bon, sinon, sur ce, on va encore se rabattre sur ce fameux calendrier de l'Avent d'été. Et j'ai vraiment beaucoup de mousseline en retard. Donc, on est au 19. Mais de toute façon, je vais voir là, mais tu sais, je vais forcer pas. Mais là, j'ai 2 rooibos qui m'attendent. Donc, ça, c'est chouette. J'aime les rooibos. Il y en a un qui est à la vanille. Je ne sais pas comment je vais trouver ça, mais on verra bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, une tisane. Je pense que j'avais une autre tisane aussi qui était... Non, c'était un thé vert framboise crème que je vous ai dit hier. Celle-là, c'est tisane cerise d'hiver de Metro Tea. Je ne sais pas si on va bien le voir si je me cache le visage. Je vais essayer de me cacher le visage. Et voici la petite mousseline. Ça sent le fruit rouge et les épices. Ça se peut que ça puisse le faire. La cannelle. Les fruits rouges et la cannelle. Je suis moins cerise, mais peut-être qu'en infusion, ça pourrait être intéressant. Donc, écoutez, je vais vous le montrer, mais je ne pense pas, encore une fois, qu'il y a beaucoup de trucs intéressants par rapport à la composition de la petite mousseline. C'est plus des miettes. OK, bon, pourquoi pas. Oui, ça sent un petit peu la cannelle, je pense. Oui, donc on verra bien. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous jaser ce matin. Alors, sur ces bonnes paroles, on va débuter le tout et on va se dire, allez, on se lance! Hey, bonjour! Alors, je vous reprends rapido pendant ma petite pause de dîner. J'ai pas tant de choses que ça à vous partager, mais quand même, tout d'abord, je vais vous faire un petit rapport sur ma dégustation de mon thé, c'était quoi? Rooibos vanille. Écoutez, c'était bon, mais ça goûtait vraiment fort la vanille, donc c'est correct. Mais c'est ça, c'était peut-être un des rooibos que j'ai goûté que j'aimais le moins. Les autres, je pense que c'était aux agrumes, ceux que j'avais pris, donc celui-là, il est un petit peu moins, il est correct, mais il est un petit peu moins dans le métal. Je vais voir, sans doute que cet après-midi, je vais me prendre encore un petit quelque chose. J'ai un chai. Finalement, c'est pas un autre rooibos, c'est un chai que j'avais. Un chai ou une tisane ou un thé vert. Donc, je verrai, mais c'est tout pas mal parfumé. Fait que je vais voir ce que je vais prendre. Mais c'était agréable, le rooibos, mais c'était pas dans mes préférés. Donc, ça, c'était la petite chronique théinée. Et sinon, écoutez, finalement, j'ai fait comme ce que j'avais annoncé ce matin. C'est-à-dire que j'ai commencé, en m'en venant en voiture ce matin au boulot, la version audio du Agatha Christie qui est proposé dans le défi Read Christie 2023. Et donc, c'est Sleeping Murder. Et en français, j'ai retrouvé le titre, c'est La dernière énigme. Et c'est un Miss Marple. Et je n'avais pas réalisé que c'est la dernière enquête de Miss Marple.
Je les ai tellement tous lus, ceux-là, tellement que j'ai maîtrise parfaitement, que j'avais pas réalisé que c'est sa dernière énigme. Donc, j'ai commencé ça et ça me plaît beaucoup. Je pensais potentiellement que j'arriverais à trouver une version lue par Joan Hickson, qui est l'actrice qui joue Miss Marple dans mes adaptations préférées des romans d'Agatha Christie. Mais je ne l'ai pas trouvée. Là, c'est une autre, je pense que c'est Joanna Crawford. Peut-être que je me trompe, mais peu importe. Je l'ai avec cette version-là. Et c'est super bien. En fait, vraiment, c'est une excellente narratrice. Donc, même si c'est pas Joan Hickson, je suis bien contente. Je suis en bonne compagnie, disons. Et, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la prémisse, c'est on va suivre Gwenda, qui est une jeune femme qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a toujours vécu en Nouvelle-Zélande et qui vient de se marier avec un Anglais et qui va se diriger vers l'Angleterre parce que son mari travaille et tout, je pense qu'il est dans les affaires. Puis, dans le fond, ils vont revenir vers l'Angleterre, puis elle part en quête, en fait, d'une maison pour eux autres. Donc, elle ne connaît pas grand-chose à l'Angleterre, mais bon, elle va un peu explorer, elle va trouver toutes sortes de propriétés et tout. Puis, à un moment donné, au détour d'un chemin, donc un moment où elle n'était pas nécessairement en quête d'une maison, elle va croiser à Dilmouth une maison qui va lui donner, pour laquelle elle va avoir un coup de foudre immédiat, puis elle va aller s'informer. Et ça va vraiment lui tomber dans l'œil complètement, si bien qu'elle va acheter cette maison-là, qui est une grande maison ancienne et tout. Et là, va commencer un peu les choses qui sont un petit peu mystérieuses, c'est-à-dire que elle va rapidement comme réaliser on dirait qu'elle a comme des intuitions par rapport à la maison. À un moment donné, elle se dit qu'elle veut avoir des marches pour mener au jardin, puis le jardinier lui dit qu'en dessous d'un gros bosquet, il y avait déjà des marches, là, donc c'est comme si c'était déjà ce qu'elle voulait faire, c'est déjà quelque chose qui avait été pensé à l'époque, potentiellement du début de la maison. Donc, ça reste comme ça, elle est un petit peu intriguée, mais bon, à un moment donné, par exemple, elle veut ajouter un passage entre deux pièces contiguës, et puis elle se dirige toujours là comme s'il y avait un passage, puis elle dit, je vais ouvrir l'arche, dans le fond, ça va être plus facile. Puis finalement, le contracteur dit, en fait, ça va être facile parce qu'en fait, il y avait déjà une ouverture là, c'est juste que ça avait été comme replâtré et tout. Donc là, ça commence de plus en plus à travailler Gwenda, parce qu'elle se dit, mais là, OK, c'est des coïncidences, mais c'est un petit peu troublant quand même. Et éventuellement, elle va même finir par trouver une pièce dans laquelle elle se sent super bien, une pièce particulière, avec une forme particulière, dans laquelle elle dit qu'elle va changer un peu la décoration, elle pense à un papier peint en particulier. Puis à un moment donné, elle fait ouvrir dans cette pièce-là une armoire qui avait été comme scellée, les gens avaient peint par-dessus et tout, parce que bon, elle veut savoir c'est quoi l'ampleur du rangement qui est là. Et elle réalise qu'à l'intérieur de l'armoire, il y a le papier peint, exactement le papier peint qu'elle avait souhaité pour la pièce. Donc là, ça commence à grincer. Elle aime vraiment pas ça. Elle est super inquiète. Elle est toute seule encore parce que son mari n'est pas encore arrivé. En Angleterre, il y a encore des choses à faire pour son travail. Et elle va finir par se diriger vers des amis de son mari, le fameux auteur Raymond West, qu'on connaît pour ceux qui connaissent Miss Marple, qui est en fait un neveu de Miss Marple, qui va l'accueillir chez eux pour lui faire voir un peu Londres, lui faire découvrir un peu Londres. Et c'est là qu'elle va croiser Miss Marple. Et il va arriver un incident, donc je ne vous dirai pas tous les détails à partir de maintenant parce que sinon ça va trop vous divulgacher. Mais il va arriver un événement lors d'une sortie avec Gwenda, les amis, Raymond West et Miss Marple, qui va faire en sorte que Gwenda va vraiment se mettre à paniquer. Donc, elle va vraiment être en crise, elle va avoir l'impression qu'il faut qu'elle aille consulter, que visiblement, il doit y avoir quelque chose de pas correct avec elle. Et elle va finir par se confier à Miss Marple. Et Miss Marple va semer un petit peu, elle va écouter tout ça avec calme et va un petit peu semer la piste que peut-être qu'il y a une explication vraiment simple à tout ça. Et dans le fond, Gwenda va partir en quête de cette explication-là éventuellement et va réaliser, puis ça, c'est pas un divulgateur vraiment parce que on l'apprend assez vite, qu'en fait, elle a déjà habité en Angleterre quand elle était toute petite pour une très courte période de temps dont elle n'a aucun souvenir. Puis en fait, ça donne qu'elle a habité dans cette maison-là. Donc jusqu'à maintenant, ça pourrait résoudre le mystère. Mais ce qui se passe, c'est que dans les choses dont elle se souvient, il y a aussi quelque chose qui semble mener à une femme assassinée. Donc, des flashs que Gwenda a qui mènent à une femme assassinée. Et là, évidemment, l'enquête va partir à savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Est-ce que c'est juste
quand elle était enfant, qu'elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et tout. Donc, toute l'histoire va tourner autour de ça. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît beaucoup. Miss Marple, et j'ai vraiment écouté la description qu'Agatha Christie fait de Miss Marple, puis c'est drôle parce que j'ai tellement l'actrice John Nixon en tête que ça fait pas tout à fait avec la description qu'Agatha Christie en fait. C'est supposé être une femme grande et longiligne et tout ça. Miss Marple est quand même assez mince et tout, mais c'est pas une femme grande pour moi, donc on dirait que j'arrive pas à faire cohabiter ces deux descriptions-là. Mais sinon, la narratrice est vraiment excellente. Je trouve qu'elle rend quelque chose qui est un peu à la John Nixon, mais pas nécessairement en imitation. Puis ça marche vraiment bien. Donc, on va retrouver aussi des personnages de d'autres enquêtes de Miss Marple, dont un cadavre dans la bibliothèque, A Body in the Library. Donc, le couple Bentry, du Major Bentry, je pense, il me semble que c'est ça, qu'on va revoir un petit peu aussi là-dedans. Donc, voilà, je suis en plein dans cette intrigue-là, puis ça me plaît bien. Donc, c'est chouette parce que je l'écoute moins souvent, cette adaptation-là, parce que, étant donné qu'on est un petit peu plus dans les réminiscences, des choses inexpliquées, une enquête de passé, l'Almanach s'était mis en scène en adaptation. Ça a été mis en scène très inquiétant, sombre et tout. Puis j'aime moins ça, donc je l'ai moins souvent vu. Ce qui fait que je vais pouvoir me concentrer vraiment sur l'histoire en tant que telle et non pas ce dont je me souviens de son adaptation télévisuelle. Alors, sur ces bonnes paroles, moi qui pensais juste vous faire un petit coucou rapide, je vais mettre fin à cette petite mise à jour parce que je vais devoir retourner travailler. Puis, je vais reprendre dès que je peux en espérant que je sois en mesure de lire un petit peu peut-être ce soir. Je vais voir, ça dépend comment mon copain est dans quel mood un petit peu. Sinon, peut-être qu'il va avoir un sapin. Je ne sais pas comment on va fonctionner. Mais de toute façon, je vous reprends au moins avant la fin du vlog. À tout de suite. Hey, bonsoir! Alors, je vous prends en page comme d'hab parce que je viens en fait de lire et de terminer, je l'avais dit, ça allait pas prendre de temps, le fameux Secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet chez Robert Laffont, collection Inari. Donc, je vais peut-être, est-ce que je vous le relis puisque je vous l'ai présenté dans le vlog d'hier? Mais je pense que je vais quand même vous relire la quatrième de couverture rapidement. Alors, c'est parti. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent, au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Alors, c'est en effet un roman graphique tranche de vie qui est super émouvant. J'ai pas été déçue. On va suivre en effet toute la famille et le petit monde qui évolue autour de la confiserie Konpeito. Donc, il y a les 2 propriétaires qui sont, en fait, qui est la mamie, je me souviens plus c'est quoi son nom. Parce qu'en fait, il va y avoir un chapitre par personne. Donc, on va suivre Suzu, qui est la nièce de la propriétaire et qui va être débarquée, dans le fond, chez son oncle et sa tante, alors qu'elle vivait une vie pas très jojo, en fait, puis dans lequel, malheureusement, la violence conjugale s'est inscrite. Et elle va évoluer à travers, elle va comme se réfugier, dans le fond, chez son oncle et sa tante, et il va finir par devenir impliqué dans leur vie. On va également y suivre Mayumi, qui est la cousine de Suzu, donc la fille des propriétaires, qui, elle, est un peu en rupture avec ses parents, qui est à Tokyo, puis on sent qu'elle a un secret qui lui pèse lourd. On sent que c'est quelque chose qui rompt potentiellement les traditions, peut-être de la famille et peut-être même de la culture
au Japon. J'en dirai pas plus parce que je ne vais pas tout vous dire. On va également suivre les enfants de Suzu, donc Tekashi, je me souviens plus c'est quoi son nom. Rintaro, qui est le plus jeune, qui a un petit peu de difficulté à l'école à se faire accepter, mais je sais pas son nom de Takashi. Takashi? Je pense que c'est ça son nom. Il me semble que oui. Donc, bref, on va suivre dans le fond les deux enfants de Suzu qui sont le grand qu'elle a eu très jeune, visiblement, puis qui a fait en sorte que ses parents l'ont un petit peu remis, enfin, n'ont pas vraiment voulu l'accueillir là-dedans. Et son plus jeune, Rintaro, et c'est ça, elle va évoluer dans cette confiserie-là avec eux autres. Puis, on va avoir le point de vue également de la fameuse propriétaire de la confiserie qui a perdu son mari il y a 1 an et qui est dans cette espèce de deuil-là, puis de réflexion. La tante Chikako, donc qui est dans ce deuil-là, puis dans la réflexion par rapport à justement aux choses qu'elle tait, puis à ce que ça peut avoir comme impact sur sa relation avec sa fille et tout ça. Donc, j'essaie de donner ça en vrac, mais en fait, c'est un roman graphique tranche de vie, donc on va voir cette famille-là évoluer. On va les voir évoluer dans ce qui se disent et ce qui se disent pas. J'ai vraiment aimé l'idée de faire un chapitre avec la perspective de chacun des personnages impliqués. C'est super intéressant. C'est une vraiment bonne façon d'en apprendre un peu plus sur chacun. Puis évidemment qu'après ça, dans chacun des chapitres, on voit aussi comment les personnages entre eux, certains vont comprendre, vont déjà savoir un petit peu de qu'est-ce que l'autre est et tout, mais pas nécessairement tout le monde. Puis il y a même un chapitre pour le chat, parce que c'est Shiro le chat. Il y a même un chapitre que c'est la vision du chat, puis ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vraiment sa vision, dans le fond, de comment il va percevoir les humains. Puis on sent que lui, dans le fond, pour ce chat-là, il n'y en a pas de secret, puis il va tout savoir dans le fond de ce qui va se passer dans la maisonnée, mais évidemment, ça ne parle pas un chat, donc je vais montrer un petit peu quelques petites planches ici. C'est spécial parce que je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas un coup de cœur, par contre. Donc, je suis contente de l'avoir pris à la bibli. Par contre, c'est un super bel objet. J'adore l'univers visuel qui est proposé. C'est vraiment tout en tendresse, c'est en teinte feutrée, disons, et puis qui joue aussi avec la colorimétrie pour souvent faire des retours dans le passé, on change de couleur et tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais pas sûre pour le trait au début, parce que je trouve que ça faisait des drôles de visages, en fait. Mais finalement, je me suis habituée, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour l'histoire, je trouve ça super intéressant. Comme je vous dis, ce que je trouve intéressant, c'est la singularité de la structure qui est proposée. Donc, que, comme je vous dis, l'histoire va avancer à travers les différentes perspectives des personnages, mais on ne va pas nécessairement toujours reprendre au même moment. Donc, il y a des personnages pour qui on va voir un peu plus le passé, d'autres, on va voir un peu plus le présent. Puis, c'est sûr que c'est pas... Ben, c'est un roman graphique où il se passe peu de choses, mais c'est ça le principe d'une tranche de vie. En même temps, il se passe beaucoup de choses. Puis en fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'air de rien se passer en surface, mais en fait, tout se passe dans le non-dit, entre les lignes, dans ce qui couvre à l'intérieur de chacun des personnages. Mais en même temps, c'est très... il y a de l'émotion. Il y a quelques petits codes même du manga dans l'expression de certaines émotions que j'ai remarqué quand même si c'est pas un manga parce que ça se lit vraiment de gauche à droite. Puis la lecture, en fait, est standard. Là, la lecture des cases est standard. Elle n'est pas en sens japonais. Mais je sais pas comment dire ça, je sais pas comment décrire ça. C'est remuant, c'est touchant. En même temps, comme je vous dis, c'est toujours un petit peu l'idée de vivre c'est comme si on apprend à découvrir le secret des autres, mais vraiment tout en étant tempéré et zen. Comme il y a des excès, il n'y a pas vraiment beaucoup d'excès d'émotions. En même temps, on sent que les personnages en vivent vraiment beaucoup. Donc, c'est super intéressant. C'est dépaysant. Comme je vous dis, je trouve que les personnages sont bien campés. On n'est pas tant dans les archétypes, finalement. J'avais un peu peur de ça au départ. C'est même assez audacieux. Il y a beaucoup de personnages qui sortent des... En fait, pas mal tous les personnages sortent des standards qu'on pourrait s'attendre dans la société ou dans une famille plutôt traditionnelle.
que ce soit au niveau des convictions, au niveau des choix de vie, au niveau des orientations, j'en dirais pas trop plus, mais j'ai vraiment trouvé ça super humain, super crédible, même avec le petit enfant qui s'appelle je l'ai dit tantôt en plus, Rintaro. Cette partie-là m'a gros touchée parce que c'était un enfant qui a eu un début d'enfance difficile parce que dans ce temps-là, il était avec, dans le temps que sa maman était encore avec le papa qui était violent. Puis en même temps, en ce moment, à l'école, il y a de la misère à s'intégrer, mais il y a quand même une meilleure amie avec qui il se sent super bien. Puis je trouve que c'est tellement bien comme mis en scène. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on ait le point de vue de différentes générations, même d'un point de vue du chat, d'une même situation. Et tout ça sur fond de liens familiaux, quand même la voie un peu plus traditionnelle de passer au suivant, donc de transmission intergénérationnelle, de s'occuper potentiellement des gens qui sont nos aînés et tout ça. Mais tout est fait vraiment in petto. Il n'y a pas rien qui est comme une montée aux barricades ou quelque chose qui fait qui va être un reproche potentiel. C'est vraiment bien. Je ne suis pas certaine que j'arrive à bien vous en parler parce que visiblement, la journée est avancée puis je suis un peu fatiguée. Donc, ce que je disais, avant que mon chat essaie de défoncer mes livres en arrière, je m'en souvenais, c'est que oui, je suis un peu fatiguée, donc c'est sûr que je trouve un peu moins mes mots, mais c'est vraiment un roman graphique qui vaut la peine d'être découvert, je trouve. Ça sort vraiment des ornières, mais sans tambour ni trompette. C'est ça qui est déroutant, puis qui est vraiment intéressant. Je trouve que ça donne justement encore plus envie de découvrir ça. On est quand même plongé dans la culture japonaise, dans certains rituels, dans certaines croyances, dans certaines traditions, mais en même temps, on suit des personnages qui sont pas en 2 dimensions, qui décident qui existent quand même malgré tout, qui existent en dehors de ce qu'on attend nécessairement, potentiellement d'eux, selon les traditions de la société et tout ça et de l'ordre des choses. Donc, belle découverte. Si ça vous dit de le lire. En fait, il est déjà sorti en Europe, puis il est tout récemment sorti au Québec. C'est quand même une bonne brique de roman graphique. Je ne sais pas si j'ai le nombre de pages. Oui, comme 186-187 pages, mais ça se lit tout en douceur. Je le refeuillette juste parce qu'on dirait que j'ai envie de repercevoir la douceur. En même temps, comme je vous dis, c'est que ça aborde quand même des sujets sérieux, mais de la façon que c'est fait, c'est comme un peu... C'est tout doux. C'est comme une lecture pas réconfortante, mais une lecture douce, mais c'est pas réconfortant. C'est ça qui est un peu déstabilisant. Souvent, quand on dit une lecture doudou, ça va être un peu dégoulinant de bienveillance et tout. Puis là, ben oui, il y a c'est sûr que ça finit. C'est pas quelque chose qui finit tristement. Mais ça aborde tellement de trucs qui pourraient complètement nous mettre le moral à terre, mais en même temps, la manière que c'est amené, on ne peut que se dire « Ah, puis genre vouloir continuer et tout ça. » Donc ça, c'est assez rare que j'arrive à apprécier ce genre d'approche-là. En fait, je suis bien difficile là-dessus. Je décroche facilement, habituellement, quand c'est trop pontifiant ou dégoulinant de bons sentiments. Là, j'ai trouvé que c'était juste bien dosé. Donc, sur cet essai de petits commentaires de filles fatiguées, je pense que je vais clore là, mais sachez que, comme je vous dis, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc, écoutez, ce vlog-ci va se terminer maintenant parce que dodo. Et puis, ben, j'espère que ça vous a quand même plu de passer un petit moment avec moi aujourd'hui. Si ça vous dit, évidemment, je ne dirai pas 20 fois, mais évidemment que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, surtout échanger en commentaire. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, c'est-à-dire dans tout bientôt, dans quelques heures seulement, j'espère que vous avez eu le temps de commencer quelques petites lectures, puis que vous allez venir m'en parler en commentaire. Puis, il nous reste juste à nous dire à demain!